Mais je fais tout Voilà, pour. bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré à la vaccination, destiné en priorité aux cabinets qui se sont inscrits et qui vont pouvoir débuter la vaccination. Mais nous avons élargi ceci à tous les membres de la SVM parce que je pense que, il y a des informations importantes qui vont pouvoir être échangées pendant cette présentation. Alors, je demanderai à tout le monde de couper son micro, sauf les quelques intervenants du panel, mais les intervenants du panel aussi, de manière à ce que vos éternuements ne viennent pas nous perturber. Alors, je suis le président de la Société vaudoise de médecine et j'aimerais commencer par une petite introduction pour permettre à tout le monde d'arriver. Coronavirus, un an déjà. Et oui, ça fait déjà un an. Qu'est-ce qu'on a fait comme progrès en un an? Dans le 24 heures du jour, alors j'en parle volontiers puisque c'est dans le 24 heures du jour, est-ce qu'on a une deuxième vague qui rebondit en termes d'hospitalisation? Est-ce que c'est déjà une troisième vague? Je ne vais pas ouvrir la polémique. Toujours est-il que nous avons atteint le pic de la première vague. Et oui, un an déjà, c'est loin. Vous imaginez si on nous avait dit au pic de la première vague qu'on aurait le double, on ne l'aurait pas cru. Et puis, un point important, c'est un tout petit ici, mais disons, probablement la moitié des cas sont le fameux variant anglais qu'on doit appeler B117 et pas anglais, puisque c'est un tout petit peu péjoratif. Alors, pourquoi? Eh ben, j'ai trouvé ce papier ici, prépublié de la Harvard Medical School, qui vous montre en bleu le coronavirus habituel, enfin les souches qui circulaient jusqu'à maintenant, et les fameux variants, dont le variant anglais B117. Et vous pouvez voir que, d'abord, première chose, sa fenêtre d'excrétion en termes de jours, c'est plus long. Donc, on excrète le virus pendant plus longtemps que quand on a un non-variant B117, que ça veut dire que la période de contagiosité est probablement un petit peu plus longue dans la phase présymptomatique, ce qui explique sa meilleure transmissibilité. Il y en a plus, comme exprimé ici par le nombre de cycles PCR, parce que moins il y a de cycles PCR qui détectent la présence de virus, plus grande est la quantité de virus. La ligne traitillée, c'est le seuil d'infectiosité qui est admis communément. Et puis, on voit que après le pic d'excrétion, eh bien, la sécrétion du virus dure aussi plus longtemps, puisque on passe allègrement les 10 jours. Et c'est exprimé ici dans ces graphiques. Le graphique A, c'est le nombre de copies, donc en échelle logarithmique. Donc, vous voyez que le variant dit anglais est excrété en plus grande quantité. La partie B du graphique, je veux dire, ça veut dire que sa période pendant laquelle on en excrète, elle est beaucoup plus longue que l'autre. C'est 2 fois plus long que les variants habituels. Le graphique C, ça vous montre le temps moyen qu'il faut pour que l'organisme se débarrasse de ce virus et disons, on arrive à 8-9 jours en moyenne alors qu'on était à 6 jours. Et puis enfin, la durée de l'infection aiguë, elle est plus longue aussi. Donc ces 4 éléments, à mon avis, expliquent pourquoi, disons, ce variant et les variants apparentés sont plus dangereux, plus contagieux et touchent probablement un petit peu plus de monde et expliquent pourquoi les mesures qu'on a prises jusqu'à maintenant sont moins efficaces. Et ici, tiré aussi disons, de données anglaises, on voit que, disons, les chances de se contaminer après contact avec des gens en fonction de la classe d'âge est particulièrement élevée chez les enfants et chez les jeunes adultes. Le taux de contamination moindre avec les personnes âgées vient probablement du fait que ces gens-là sont probablement beaucoup mieux protégés, se protègent mieux que les autres. Donc, il faut faire quelque chose pour stopper ce coronavirus. Alors, je ne reviens pas sur toutes les mesures de prévention qu'on est censé appliquer toutes et tous dans notre vie tous les jours. Ça, c'est la responsabilité individuelle, à laquelle s'ajoute une responsabilité collective. Et cette responsabilité collective, eh bien, c'est les mesures sociétales qui sont prises. Et là-dedans, on a la vaccination, mais la vaccination, ce n'est qu'un des éléments parmi tous les autres, même si ça jouera probablement un rôle prépondérant. Et je reviens à ce que je vous avais dit au mois de décembre, donc une conférence du professeur Alain Fischer, Monsieur Vaccination en France. C'était ça le son d'adieu du Collège de France au mois de juin l'année passée. Donc, ce concept d'immunité collective, eh bien, on l'atteint soit par infection naturelle, soit par immunisation, par la vaccination. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Et puis, je vous rappelle qu'on considère qu'il faut probablement
qu'environ 60 à 70% de la population soit immunisée d'une manière ou d'une autre pour éteindre les vagues successives de ces infections à coronavirus. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que 2 vagues en Suisse, avec une deuxième vague 2 fois plus élevée que la précédente, ont permis d'atteindre dans les enquêtes sérologiques entre 20 et 25% de la population touchée, donc probablement immunisée. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, probablement, si on arrive à vacciner 50% de la population restante, on devrait atteindre les objectifs qui permettraient de commencer à parler de maîtrise de cette vague épidémique. Alors, le vaccin, on va en parler beaucoup aujourd'hui. Un petit résumé de la publication d'Infovac du début de la semaine. Alors, l'efficacité vaccinale, je crois elle est incontestable. Et je vous ai mis ici le papier du New England de la semaine dernière qui montre sur 600 000 vaccinés israéliens par rapport à des non-vaccinés qu'en fait, il y a moins de maladies aiguës, il y a moins d'hospitalisations, il y a moins de malades asymptomatiques parce qu'il y a certains sous-groupes qui ont été frottés de manière systématique. Et il y a aussi significativement moins de décès. Et c'est vrai pour toutes les tranches d'âge, y compris les gens qui ont plus que 70 ans. Ensuite, l'efficacité contre la transmission, il y a un point d'interrogation, mais les données s'accumulent. L'étude originale Moderna dans un sous-groupe avait montré une diminution des cas asymptomatiques. Et puis, on a cette donnée ici anglaise qui vous montre que déjà après la première dose, eh bien, il y a déjà sur un panel de 3000 professionnels testés très régulièrement pour la présence de coronavirus, on voit qu'il y a une diminution des cas asymptomatiques. Et ça, c'est somme toute une très bonne nouvelle et c'est grâce à la multiplication des données de ce type qu'on pourra probablement lever à terme les mesures sociétales, mais encore faut-il que la couverture vaccinale soit grande. En termes de sécurité vaccinale, je vous ai mis ici les réactions allergiques. C'est une publication d'il y a 15 jours dans le JAMA. C'est basé sur à peu près 10 millions de doses de Pfizer et 7,5 millions de Moderna, avec un petit peu moins de réactions anaphylactiques que 2,5 par million de doses administrées. Donc, ce n'est pas énorme finalement au bout du compte. De manière intéressante, un peu plus pour le Pfizer et pratiquement exclusivement chez les femmes. Je n'ai pas trouvé d'explication physiopathologique pour ça. Sécurité vaccinale toujours avec le Moderna. Comme vous avez probablement déjà découvert, un certain nombre d'entre vous, on a 0,8% ici, c'est sur un collectif de plusieurs centaines de milliers de vaccinés. Il y a à peu près 0,8% qui font des réactions cutanées importantes de celles que j'ai photographiées chez une fribourgeoise qui m'a demandé qu'est-ce que c'était que ça le week-end dernier. Et puis 0,2% après la deuxième dose. Et c'est corroboré par la publication du New England hier soir qui montre ici une série de 12 patients qui ont présenté une réaction après la première dose. Alors, ce n'est pas des érysipèles, ce n'est pas des cellulites. Il y a quelques données histologiques qui sont assez rassurantes. Ça apparaît en moyenne au 5-6e jour, ça met 3-4 jours à disparaître. Et vous voyez que tous les patients n'ont pas présenté une récidive à la deuxième dose. Et dans, je crois, aucun cas, la manifestation a été plus importante après la deuxième dose qu'après la première dose. Donc ça, c'est des données qui sont assez rassurantes dans le contexte où les cabinets qui vont vacciner dans le canton vont le faire avec le vaccin de Moderna. Ça, c'est le compte vaccinal qu'on trouve sur le site d'Unisanté. C'était ce matin à 11h30. Je ne l'ai pas mis à jour depuis, mais on arrive à 60 000 vaccinés dans le canton de Vaud, dont pratiquement la moitié qui ont eu leur deuxième dose. Donc, ça représente quand même un nombre significatif de patients. Donc voilà, j'ai terminé pour cette brève introduction. Ensuite, on va donner la parole au médecin cotonal et ensuite, les différents membres du groupe d'accompagnement et de coordination de la vaccination au cabinet de la Société vaudoise de médecine prendront la parole. Ce groupe s'est constitué, il est assez représentatif puisque c'est des médecins qui exercent en cabinet. Et puis, on a là-dedans 2 membres du comité de la Société vaudoise de médecine. On a les 2 coprésidents de Médecins de famille Vaud. On a le vice-président de l'Assemblée des délégués de la FMH et on s'est adjoint les concours aussi du professeur Michetti qui, lui, a une clientèle très particulière, particulièrement à risque, avec des capacités qui ressemblent plus à des capacités de vaccination d'un centre de vaccination que celles d'un cabinet individuel. Et il pourra aussi certainement répondre à